400 000 caravelles vendues dès les premières années. Plus de 1500 moules accumulés sur un demi-siècle. 56 pays. La Légion d'honneur pour le fondateur. Une usine normande qui fournissait la moitié du marché européen de la maquette et sortait le Mirage 2000 avant que l'armée de l'air ne le reçoive. Puis, propriétaire après propriétaire, tout a été défait. Un géant alimentaire américain qui se désengage, un fonds de pension irlandais qui revend, 3 Britanniques qui créent 2 sociétés à 1 euro de capital pour louer à l'usine ses propres murs, 300 000 euros par an, 19 ans de bail. Un joaillier qui rachète la marque pour 200 000 euros. Un fournituriste d'Annecy qui licencie 22 salariés sur 25. Et un distributeur allemand qui récupère le nom, les moules et le catalogue. Il reste à train 19 presses, quelques ouvriers et l'odeur de polystyrène chauffé. C'est l'histoire de Heller, la fierté française en plastique, et de la façon dont 7 propriétaires en 38 ans ont transformé un fleuron industriel en fantôme sous pavillon étranger. Si vous découvrez cette chaîne, nous racontons les histoires des industries françaises qui ont construit des villes, des savoir-faire et des fiertés, et de la façon dont elles ont été démontées. Abonnez-vous pour ne manquer aucun de ces récits. Et si cette histoire vous touche, le bouton « J'aime » aide d'autres personnes à la trouver. Chapitre 1. L'idée dans un magazine. Cette histoire commence par un geste banal. Un homme qui tourne les pages d'un magazine. En 1954, dans un bureau de la SOMAP, société de plasturgie parisienne, un salarié lyonnais tombe sur un reportage consacré à une entreprise américaine dont il n'a jamais entendu parler. L'entreprise s'appelle Revell. Elle fabrique des avions miniatures en polystyrène, des maquettes que les enfants assemblent pièce par pièce, à la colle et au pinceau, avec une patience qui transforme un dimanche après-midi en voyage dans le temps. L'homme qui feuillette ce magazine s'appelle Léo Jaïel. Il était né à Lyon, d'une famille vraisemblablement issue de la diaspora juive, le patronyme, dérivé du prénom hébraïque Yeshiel, signifiant « Dieu vit », ne compte selon les archives de l'Institut national de la statistique et des études économiques que 106 naissances en France depuis 1890. On ne sait presque rien de sa vie privée. Pas d'interview au long cours. Pas de mémoire. Un fantôme industriel dont il ne reste que les actes. Mais cet acte-là va changer un marché entier. Ce que Jaïel comprend en lisant ce reportage, c'est une absence. Revell existe aux États-Unis depuis 1941. Airfix produit en Grande-Bretagne depuis 1939. Monogram, Hasegawa, Tamiya, les Américains et les Japonais se partagent un marché mondial en pleine expansion. Et en France, rien. Pas un seul industriel ne produit de maquettes plastiques. Le marché français est alimenté par des importations coûteuses, dans un pays qui construit la Caravelle, qui conçoit le Mirage, qui lancera bientôt le Concorde, un pays qui fabrique les avions les plus audacieux du monde, mais ne fabrique pas leurs miniatures. La niche est béante. Jaïel va mettre 3 ans à la combler. 3 ans d'études de marché patientes, méthodiques, conduites en parallèle de son emploi. On ne quitte pas un poste salarié dans la France des années 50 sur une intuition de magazine. Puis, en 1957, il fonde la société Heller S.A., installée rue de Paradis, dans le 10e arrondissement de Paris, au cœur du quartier historique du jouet et de la bijouterie fantaisie. Le choix du nom reste opaque, ni Jaïel, ni un acronyme. Possible germanisation d'un mot évoquant la clarté. Le capital est fraude et privé, familial, aucun cofondateur identifié. C'est l'aventure d'un homme seul, avec une idée et un marché qui l'attend. Le premier modèle sort pour Noël 1957. Ce n'est pas un avion étranger. Ce n'est pas un chasseur américain ou un bombardier britannique. C'est la Caravelle Sud Aviation au 100e. La fierté aéronautique nationale, l'avion de ligne à réaction français récemment entré en service. Le symbole d'une France qui se reconstruit par le ciel. 59 pièces de polystyrène blanc cassé. Des verrières transparentes. La notice est rédigée par Jacques Neutinger, pilote et journaliste aéronautique connu, voix familière des passionnés d'aviation. Et le dessin de boîte, cette première image que l'adolescent verra en vitrine, est l'œuvre de Monsieur Maddalena, beau-frère de Jaïel,
décrit comme un artiste amateur dont le coup de pinceau familial dit tout de la dimension artisanale du lancement. Pas de département marketing, pas de budget publicitaire, un beau-frère qui sait peindre et un pilote qui sait écrire. Le succès est foudroyant. Plus de 400 000 caravelles s'écouleront dans les années suivantes, un chiffre hallucinant pour un premier produit lancé par un inconnu dans un marché qui n'existait pas 6 mois plus tôt. Le modèle restera au catalogue jusqu'en 1983. 26 ans de longévité commerciale. Un quart de siècle, pendant lequel des centaines de milliers d'adolescents français découvriront le maquettisme en ouvrant cette même boîte, en respirant cette même odeur de polystyrène neuf, en alignant ces mêmes pièces sur la table de la cuisine, un dimanche après-midi. Le contexte porte l'entreprise avec une force que Jaël n'aurait pas pu inventer. La France des 30 Glorieuses démocratise les loisirs. Le polystyrène injecté devient la matière reine de la production de biens de consommation. Et la fierté aéronautique nationale, Sud Aviation, Dassault, l'Armée de l'air, offre un réservoir inépuisable de sujets patriotiques que personne en France ne convertit encore en maquette. Le premier homme à le faire n'a aucune concurrence. Les références suivantes portent toutes un drapeau tricolore. Le Fouga Magister au 40e sort en octobre 1958. 55 pièces, cérémonieusement remis à l'École de l'Air à Salon de Provence. Le S au 9000 Trident au 50e suit. Puis l'étendard. 4 marines au 50e en 1959, avec une innovation spectaculaire pour l'époque. Crosse d'appontage mobile, train escamotable, aile pliable et verrière ouvrante, un niveau de détail que les importations ne proposèrent pas qu'aux à ce prix. En 1960, Heller sort sa première voiture, la coccinelle Volkswagen. En 1961, son premier bateau, le pétrolier l'Avera. En 1969, les engins militaires. En 1971, les motos et les avions étrangers. En moins de 15 ans, un salarié lyonnais qui feuilletait un magazine, dans un bureau parisien, a créé une industrie française qui n'existait pas. Chapitre 2. Une usine de chaussures ressuscitée, mais une marque parisienne a besoin d'une usine. Et c'est dans l'Orne, pas dans la banlieue industrielle de Paris, pas dans le couloir rhodanien, pas dans le nord textile, que Léo Jaël va planter la sienne. En 1962-1963, il déporte la production à Train, petite commune rurale, à une quinzaine de kilomètres d'Argentan, au cœur du pays d'Auge normand. Les raisons du choix ne sont pas explicitement documentées. Jaël n'a donné aucune interview qui permette de trancher. Mais le faisceau d'indices converge. Les bâtiments sont ceux d'une ancienne usine de chaussures construite en 1890 par Auguste Louis Lenné, exploitée jusque vers 1940 par la SARL Poyetton et compagnie pour produire brodequins et chaussures militaires. Le site, vacant depuis plus de 20 ans, offre 4 corps de bâtiments en briques et moellons de calcaire, 2 étages carrés et un comble, sur une structure à long pan. Espace immédiatement disponible, à faible coût foncier, dans un territoire dévasté par les combats d'août 1944. La poche de Falaise bénéficie encore dans les années 50 d'incitations à l'implantation industrielle au titre des zones sinistrées. La main-d'œuvre locale formée par la tradition cordonnière à la précision manuelle se transfère sans friction au moulage plastique. Et l'Orne offre des salaires inférieurs à ceux de la région parisienne, tout en restant à moins de 200 km du siège rue de Paradis. Des murs de 1890, des mains de cordonnier, des salaires de province, et un homme de Paris qui comprend qu'une presse à injection a besoin de bras précis, pas de diplôme. Le site sera complété par une annexe à la Ferté-Macé, ville voisine au tissu industriel plasturgique existant, pour abriter le bureau d'études, la fabrication des moules en acier et la confection des notices et des calcomanies. L'architecture industrielle de Heller se dessine ainsi. Le cerveau à la Ferté-Macé, le corps à Train, le siège commercial rue de Paradis. La montée en puissance est documentée par la notice de l'inventaire patrimonial du ministère de la Culture, rédigée le 11 juillet 1990 par Yannick Le Charbonnier. En 1972, l'usine emploie 150 salariés. En 1975, le pic atteint 186 employés selon l'inventaire Mérimée.
La consommation annuelle en 1974 atteint 300 tonnes de polystyrène, 260 tonnes de carton et 20 000 litres de peinture, les marqueurs d'une montée en puissance que personne, dans cette petite commune normande, n'avait imaginé quand les bâtiments de l'aîné étaient encore vides. Et pendant ce temps, le catalogue s'étoffe à un rythme que les concurrents européens ne suivent pas. Entre 1964 et 1978, Heller passe de fabricant hexagonal à acteur mondial. Le catalogue dépasse les 250 références dès 1974, servies par une politique produit audacieuse. La série Musée, lancée vers 1964, ressuscite l'aviation militaire française de 1939 940, Amiot 143, Poté 63, Bloch, Deswatines, Morane Saulnier 230. Parti pris mémoriel singulier dans une l'Europe encore dominée par les Spitfire et les Messerschmitt. Heller choisit de raconter les avions français que personne ne modélise. L'extrait du catalogue de 1964 en conserve la fierté brute. Nous sommes fiers, nous les gens de chez Heller, d'avoir pu fabriquer une ligne d'appareils français qui fait honneur au maquettisme. L'exportation suit. Nat Polk de Polk Sobeys à New York devient le premier distributeur outre-Atlantique. Les moules Heller voyagent vers le Japon, Imai, Union, Protar, Fujimi, et vers l'Italie chez Italeri, dans des accords de reboîtage qui démultiplieront les ventes sans augmenter la production. En 1965, Heller développe sa première maquette du Concorde au centième, réalisée à partir des plans originaux de Sud Aviation avant même le premier vol du prototype, lequel n'aura lieu que le 2 mars 1969. 4 ans avant que le Concorde ne décolle, un adolescent français pouvait déjà le monter sur sa table de cuisine. Ce détail dit tout du niveau d'accès que Heller avait obtenu. Les bureaux d'études de Sud Aviation, puis de Dassault, ouvrent leurs plans à un maquettiste de train. Le maquettisme français n'est pas un sous-produit de l'aéronautique, il en est le miroir populaire, adossé au même tissu industriel, nourri par les mêmes fiertés. Le 9 juin 1977, le président Valéry Giscard d'Estaing fait Léo Jaïel chevalier de la Légion d'honneur, reconnaissance officielle pour ses années d'activité professionnelle. Sur la photographie prise à cette occasion, Jaïel pose rue de Paradis dans son bureau parisien, cadre bourgeois qui contraste avec l'ambiance d'atelier de l'usine normande. L'homme qui feuilletait d'un magazine 23 ans plus tôt reçoit la Croix de la République. Il a 70 ans passés. Sa fortune est faite. Son prestige est consacré. Et son usine, à 3 heures de route, emploie près de 200 personnes dans une commune qui ne comptait pas 2000 habitants. Chapitre 3. Soleil Royal, Traction, Concorde, l'âge d'or industriel. Heller culmine entre 1974 et 1990 autour de 3 maquettes mythes qui fixent une exigence technique à la hauteur des meilleurs fabricants mondiaux. Le Soleil Royal au centième sort en 1974, vaisseau amiral de la flotte de Louis XIV, 77 cm de longueur, 75 cm et demi de hauteur, 2300 pièces. C'est, selon les analystes du secteur, encore en 2007 le plus grand chef-d'œuvre de l'industrie de la maquette plastique mondiale. 22 000 exemplaires s'écoulent la seule première année, performance commerciale hallucinante pour un modèle d'une complexité qui exigeait des centaines d'heures de montage. Le maquettiste qui ouvrait cette boîte savait qu'il en avait pour des mois. Il l'ouvrait quand même. C'est ça, le maquettisme des années 70, un pari sur la patience dans un monde qui n'avait pas encore appris à s'en passer. Le pendant britannique, le HMS Victory au centième, 2107 pièces, 110 cm par 69,8 cm, scelle la réputation de Heller dans la maquette navale haut de gamme. Cutty-Sark, Bismarck, Richelieu, Jean Bart, Santa Maria, Grande Hermine, Preussen, le catalogue maritime devient une flotte à lui seul, chaque modèle plus ambitieux que le précédent, chaque boîte plus épaisse, chaque notice plus longue. Puis vient la traction. En 1977, l'usine lance la Citroën Traction 15.6 au 8e, référence
80 799. Plus de 1000 pièces. 60 cm de long. 6000 heures d'études. 40 personnes affectées à la fabrication du moule pendant 18 mois. 2. Traction authentique achetée par Heller pour servir de référence dimensionnelle. L'une désossée pièce par pièce pour que chaque cote soit reproduite au dixième de millimètre. La maquette Is Heller au rang des Tamiya et Hasegawa japonais, marques mondialement connues pour leur précision obsessionnelle. Commercialisée au prix alors vertigineux de plusieurs centaines de francs, elle devient la pièce culte des collectionneurs. Aujourd'hui, une traction au 8e en boîte d'origine scellée dépasse plusieurs centaines d'euros sur les places de marché. C'est la Joconde de la maquette française. L'année 1978 voit sortir le Concorde Air France au 125e, livré Fox Alpha. Reproduite à l'identique, la maquette la plus vendue de la marque, qui demeure au catalogue un demi-siècle plus tard. 50 ans sans interruption. Il existe des entreprises cotées en bourse qui n'ont pas tenu aussi longtemps qu'un modèle réduit du Concorde. Mais ces chefs-d'œuvre ne naissent pas dans le vide. Ils naissent dans un atelier. À Trune, les presses d'injection atteignent 200 tonnes de pression de fermeture. Le polystyrène arrive en granulé, fond à haute température et remplit des moules en acier usiné à La Ferté-Macé par des moulistes dont le savoir-faire est celui d'horlogers industriels. Chaque moule est un investissement de plusieurs mois de travail, gravé avec une précision qui déterminera la finesse des lignes de structure sur la pièce finie, les rivets d'un fuselage, les hublots d'un paquebot, les nervures d'une aile. Un moule raté, c'est des mois perdus et un investissement englouti. Un moule réussi, c'est 20, 30, 40 ans de production continue. Certains des moules de 1974 tournent encore aujourd'hui. Le processus de fabrication suit un parcours que chaque salarié de train connaît par cœur. Les granulés de polystyrène sont chauffés, injectés dans le moule sous haute pression, refroidis, démoulés. Les grappes de pièces, ces cadres de plastique auxquels les composants sont accrochés comme des fruits à une branche, sortent des presses, sont contrôlés visuellement, puis acheminés vers le conditionnement. Parallèlement, les décalcomanies sont imprimées, les notices pliées, les boîtes assemblées. L'usine entière converge vers un seul produit. Une boîte rectangulaire, jaune le plus souvent, le jaune Heller, reconnaissable entre mille, contenant un rêve en pièces détachées. Philippe Jourdan, chef de produit de 1977 à 1987, recruté au salon du jouet par Jaël lui-même, témoignera plus tard sur les forums maquettistes. Je porte donc la lourde responsabilité des maquettes produites de 1974 à 1988. Jourdan incarne cette génération de cadres passionnés pour qui le métier n'était pas un poste, mais une vocation. Chaque nouveau sujet, un char, un avion, un voilier, commençait par une étude de faisabilité, une négociation avec les détenteurs de plans, une campagne de relevé dimensionnel. Le Mirage 2 1000C au 72e et 48e sort en 1982, 2 ans avant l'entrée en service opérationnel dans l'armée de l'air. Cela signifie que Heller avait accès aux plans confidentiels de Dassault avant même que l'avion ne soit livré aux escadrons. Un maquettiste de train possédait le Mirage 2000 avant un pilote de chasse. Chapitre 4. Les boîtes jaunes du monde entier. La densité du catalogue Heller à son apogée n'a pas d'équivalent pour un fabricant européen. Côté aéronautique militaire française, Mirage 3C, Mirage 4 bombardiers à capacité nucléaire, Mirage 5, Mirage F1, Super Étendard, Jaguar, Vautour 2B, Breguet Alizé, Transal C160, Nord Atlas 2000 501, Gazelle S, A342, Super Puma, Super Frelon. Côté naval, la flotte entière de la Marine nationale au 400e, porte-avions Clémenceau et Foch, Arromanches, Charles de Gaulle, 146 pièces, 655 mm, développés à partir de plus de 10 000 plans établis par les ingénieurs de la direction des constructions navales. Cuirassé Jean Bart, 426 pièces, et Richelieu, Dunkerque, Strasbourg,
Colbert, Jeanne d'Arc, Suffren, Duquesne, Sous-marin, Surcouf. Côté voiture, Citroën, 2 chevaux au 24e, D, S19, type H, SM, Renault, 8 Gordini, Estafette, Alpine, A110, Berlinette Monte-Carlo, Delahaye, Delage, Hotchkiss, TN, 6C, 2 autobus parisiens, Ferrari 512S et 330P, 4 au 24e. Côté blindé, AMX13, AMX30 au 35e, V, AB, Panhard, E, BR, AML, Panhard. Côté figurine, plus de 50 boîtes au 72e, grognards napoléoniens, commandos, légionnaires romains, chevaliers. Ce n'est pas un catalogue, c'est un inventaire de la France. Chaque boîte porte la signature d'un illustrateur dont le travail, à l'époque, était anonyme pour le grand public, mais dont les gouaches sont aujourd'hui vendues aux enchères. Paul Langélé, né en 1908, mort en 1993, peintre officiel du ministère de l'Air depuis 1936, signe les gouaches du S au 9000 Trident, de la Mio 143, des Ferrari, du Jaguar Tactique. Ces originaux se négocient entre 200 et 800 € chez les marchands spécialisés. Le peintre de l'armée de l'air dessinait les boîtes de jouets de ses enfants, et ceux de toute une génération. Francis Bergès, né le 12 juillet 1941 à Crest, pilote de l'aviation légère de l'armée de terre, rédacteur en chef du Fanat de l'aviation dès 1973, futur dessinateur de Bug Danny et Beagles, signe 152 illustrations de boîtes Heller entre 1976 et 1980, 152. En 4 ans, au 4 ans. C'est presque une illustration par semaine, un rythme industriel appliqué à un geste artistique. Bergès écrira plus tard, dans l'avant-propos de Mes avions de papier publié en 1991, « Quant aux 38 travaux réalisés pour les maquettes Heller, je n'ai jamais revu un seul original et je suis donc en litige avec cette société. » 152 gouaches. Pas une seule rendue à leur hauteur. Le premier signe, déjà avant même l'entrée des financiers, d'une entreprise qui consomme ses créateurs sans se retourner. Daniel Béchenec prend le relais à partir des années 80 et jusqu'à aujourd'hui. Jean Blanche, né en 1925, signe le bus parisien Renault. Derrière chaque boîte jaune, un artiste. Derrière chaque artiste, un homme qui peignait des avions comme on raconte des histoires, avec le souci du vrai. L'usine, pendant ce temps, ne fabrique pas seulement des maquettes, elle fabrique un monde social. À Traun, commune de moins de 2000 habitants, Heller est l'employeur. Plus de 100 salariés dans les années 80, dans une ville où chacun se connaît, où le voisin travaille à la même presse, où les enfants de l'un sont à l'école avec les enfants de l'autre. Françoise Portier, responsable du service après-vente, y passera 36 ans. 36 ans à répondre aux lettres de maquettistes qui avaient perdu une pièce, cassé un train d'atterrissage, égaré une notice. 36 ans à incarner le lien entre l'usine et ceux qui ouvrirent les boîtes. Richard Ripaud, délégué syndical CGT et membre du comité d'entreprise, y fera 15 ans. Assez longtemps pour voir passer 3 propriétaires et pour comprendre, bien avant les analystes, que le problème n'était pas le marché, mais les gens qui le dirigeaient. Fabrice Pécher y passera 28 ans. 28 ans à voir les presses tourner, les moules changer, les patrons se succéder. Ces noms, Portier, Ripaud, Pécher, ne figurent dans aucun organigramme. Ils figurent dans aucun rapport annuel. Ils ne sont pas invités au salon du jouet de Nuremberg. Mais ce sont eux qui injectaient le polystyrène, contrôlèrent les grappes, conditionnaient les boîtes et maintenirent les machines. Sans eux, les boîtes jaunes n'existent pas. Au pic de 1995, Heller est commercialisé dans 56 pays. La marque a produit plus de 1500 moules sur son histoire, pour plus de 2300 références. Dans les vitrines de modélisme de Tokyo à New York, de Munich à Buenos Aires, la boîte jaune au lettrage blanc est aussi reconnaissable qu'un logo de mode. Et à Trune, dans les bâtiments de briques d'Auguste Louis l'Aîné, les presses continuent de tourner. Chapitre 5. Le sommet d'où l'on ne voit pas la chute. En 1986,
Heller absorbe les moules Airfix transférés de Calais. L'usine de train devient la plus grande unité européenne de plasturgie modéliste, titre que personne ne lui dispute, parce que personne d'autre en Europe n'injecte autant de polystyrène à cette cadence, avec ce niveau de diversité. La gamme est vertigineuse. Les presses ne s'arrêtent pas. La notice Heller recommande désormais les peintures Umbrol avec des codes précis, constituant un quasi-monopole de fait sur le marché européen. Le fabricant de maquettes et le fabricant de peintures ne font qu'un, sous le même groupe, le Hobby Products Group, filiale du géant alimentaire américain Borden Incorporated. Le siège parisien de la rue de Paradis ferme en 1988. Toutes les activités sont centralisées à Trune. La petite commune normande est désormais le cœur d'un empire modéliste qui s'étend de Hull en Angleterre, où Umbrol fabrique les peintures, jusqu'aux distributeurs japonais qui reboîtent les moules sous leur propre marque. Le monde de la maquette tourne et Train en est l'axe. En 1993, la gamme Kit en blister pour la grande distribution est lancée. Maquettes, colle, peinture et pinceaux dans un emballage unique. L'idée est simple, baisser la barrière d'entrée, transformer un hobby de spécialiste en achat d'impulsion au supermarché. Dès 1996, le kit représente 50 à 60% des ventes. En 1997, Heller crée Heller Kit GmbH à Francfort, filiale de distribution allemande. En 1999, la société rachète Joustra, jouet de Strasbourg, le Télécran, au groupe Thirion, reprenant le site industriel d'Illkirch dans le Bas-Rhin. Le catalogue grossit. Les filiales se multiplient, les marchés s'ouvrent, 56 pays. Plus de 1500 moules. Des centaines de milliers de boîtes jaunes empilées dans les hangars de Trune avant d'être expédiées à travers le monde. Mais ce sommet a un versant que personne ne regarde. Depuis 1974-1975, Heller n'est plus la société de Léo Jaël. Sofinex, filiale du Crédit Lyonnais, a créé le groupe Le Jouet Français, holding regroupant Jouef, Solido, Delacoste et Heller. L'idée politique est séduisante, créer un champion national face à l'invasion des jouets importés. La réalité industrielle est creuse. Le regroupement n'engendre aucune synergie productive. Chaque marque reste gérée indépendamment, chacune avec ses propres faiblesses, chacune avec son propre passif. En 1979, Léo Jaël démissionne de la direction après 22 ans à sa tête. Il a 70 ans passés. Fortune faite. Légion d'honneur au revers. Et derrière lui, une entreprise qui ne lui appartient plus. La liquidation du jouet français en 1980-1981 est le premier choc, celui dont Heller ne se remettra jamais complètement, même si les symptômes mettront 25 ans à devenir mortels. Majorette rachète Solido. La CEJI prend Jouef. Et Heller tombe en 1981 dans le giron du Hobby Products Group, filiale de Borden Incorporated, géant alimentaire américain, propriétaire de la colle Elmer's Glue. Un fabricant de colle rachète un fabricant de maquettes. La logique est commerciale, pas industrielle. En 1994, Borden se désengage. La société irlandaise Allen, Maguire & Partners, gestionnaire de fonds de pension américains, rachète le groupe. Le capital de Heller SA est porté à 31 millions de francs. Puis viendront d'autres mains, d'autres noms, d'autres promesses. Mais tout cela, le salarié qui pousse le portail de Trune à 6 heures du matin en 1995 ne le sait pas encore. Il sait que les presses tournent, que les commandes arrivent, que les boîtes partent, que l'usine, malgré les changements de propriétaire, tient, comme elle a toujours tenu. Il ne sait pas que ce qu'il prend pour de la solidité est en réalité de l'inertie. Que les moules qui tournent depuis 20 ans cachent un catalogue qui vieillit. Que les concurrents japonais et bientôt chinois affinent des technologies de moulage à tiroir que Trune n'a pas les moyens de développer. Que le kit en blister qui fait 50% du chiffre d'affaires fait aussi chuter le panier moyen. Que les jeux vidéo, les consoles, les écrans, tout ce qui deviendra le quotidien des adolescents des années 2000,
sont déjà en train de refermer la fenêtre que Jaël avait ouverte en 1957. Un forum de maquettistes écrira, quelques années plus tard, le diagnostic que personne à Trun ne voulait entendre. Les produits Heller ont 20 ans de retard technologique et sont vendus au même prix, voire plus cher, que des produits de meilleure qualité. En 1995, Heller est au sommet. Le sommet d'où l'on ne voit pas la chute. Parce que la chute, en industrie française, ne commence jamais par un bruit. Elle commence par un silence, celui des investissements qui ne viennent pas, des machines qui ne sont pas remplacées, des concurrents qu'on cesse de regarder. Et à Trun, en 1995, personne n'écoute le silence. Chapitre 6. Le montage britannique. En 2004, Heller change de main pour la 4e fois en 23 ans. La restructuration du groupe Umbrol conduit à la cession de la société française à 3 actionnaires britanniques seconds privés dans une opération de type management buyout. Les noms émergent des registres du commerce français. Stephen Lord, directeur général et administrateur, entré au conseil le 8 juin 2004. Arnold Koski, président du conseil d'administration, nommé le même jour. Simon Marsh, administrateur, même date. 3 Britanniques, un même jour. Une entreprise normande qui passe sous contrôle de Londres sans qu'aucun salarié de train n'ait été consulté, sans qu'aucune voix ouvrière n'ait été sollicitée. Le 23 janvier 2006, Lord prend officiellement les rênes opérationnelles comme PDG. Ce qui se passe entre-temps relève de l'ingénierie financière dans ce qu'elle a de plus méthodique. En décembre 2005, Stephen Lord crée 2 SARL unipersonnelles de location immobilière. La première s'appelle Trun Property. La seconde, Trun Lésure. Toutes 2 sont domiciliées. Chemin de la Porte à Trun, au capital symbolique d'1 € chacune, 1 €. Le prix d'un café au comptoir d'un bar de province. C'est le capital d'une société qui va devenir propriétaire des bâtiments dans lesquels 100 personnes gueulent à travail. Le mécanisme est d'une simplicité brutale. Les bâtiments industriels sont sortis du périmètre opérationnel de Heller SA et transférés à ces 2 SCI contrôlés par Lord. Heller signe alors un bail avec Trun Property et Trun Lésure, 300 000 € par an sur 19 ans. 5 700 000 € de loyer cumulé à verser à un propriétaire qui se trouve être le dirigeant de l'entreprise locataire. L'usine loue sa propre coquille à son propre patron. Le site trun.freepoint.fr, relayant les reportages de France Bleu Basse Normandie, commentera avec une sobriété qui dit tout. On comprend mieux maintenant les difficultés de trésorerie. La société n'est plus propriétaire de ses propres murs. Elle n'est plus non plus propriétaire de ses propres moules. Le patrimoine accumulé depuis 1957 est sorti du bilan. Démembrement systématique, l'entreprise garde les salariés et les charges, le dirigeant garde les actifs et les revenus. Richard Ripot, délégué syndical CGT et membre du comité d'entreprise avec 15 ans d'ancienneté, accusera publiquement devant l'agence France Presse en août 2006 les Britanniques d'avoir laissé 3 millions d'euros de pertes. La comptabilité de Heller au 30 juin 2005 affichait pourtant un chiffre d'affaires de 16,5 millions d'euros, contre 13,5 millions l'année précédente. Apparente croissance. Réelle hémorragie. Le montage Lord Trun Property Trun. Lésure constitue l'un des épisodes les plus documentés de la saga. Il sera plus tard corroboré par une procédure judiciaire outre-Manche. L'affaire Secretary of State for Business, Innovation and Skills contre Doffman et autres, référencée sur la plateforme juridique Casmin, atteste qu'une procédure d'interdiction de diriger a été engagée contre les dirigeants du groupe Umbrol pour des faits liés à cette période. Confirmation judiciaire, dans un tribunal britannique, que la gestion posait un problème que les tribunaux français n'avaient pas encore mesuré. 300 000 € par an, 19 ans de bail, 1 € de capital. Et pendant ce temps, les salariés de Trun continuaient d'injecter du polystyrène dans des moules qui ne leur appartenaient plus, dans des bâtiments qui ne leur appartenaient plus, pour une entreprise dont le bénéfice s'écoulait vers 2 sociétés écrans créées par leur propre patron. Chapitre 7. Le 20 et 1 juillet.
Le 21 juillet 2006, le tribunal de commerce d'Argentan ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de LR SA. Période d'observation, 6 mois. Passif, 3,4 millions d'euros. Carnet de commande, 8 millions d'euros. Effectif, 72 salariés. La nouvelle fait l'effet d'une bombe dans la communauté maquettiste française. L'AFP publie le 9 août sa dépêche matrice, reprise par Le Monde, Libération, les quotidiens régionaux. Les voix ouvrières sortent dans la presse. Françoise Portier, responsable du service après-vente depuis 36 ans, celle qui avait répondu à des dizaines de milliers de lettres de maquettistes, mesure le basculement avec la lucidité de quelqu'un qui a vu passer les décennies. Avec l'arrivée des jeux électroniques, nous avons ressenti un changement, nous sommes donc obligés de nous diversifier. La maquette demande une grande patience et aujourd'hui les enfants ne sont plus prêts à fournir ce type d'effort. Tant qu'il y a de l'activité, nous sommes confiants. Laurent Leduc, gérant du magasin de modélisme Leduc à Caen, ouvert en 1968, 40 ans de vitrines remplies de boîtes jaunes, nuances. Les jeux vidéo nous ont concurrencés, mais depuis quelque temps, il y a un renouveau pour les maquettes. Richard Ripot, lui, ne nuance pas. Les maquettes en plastique ne représentent aujourd'hui plus que 5% du marché du jouet en France. 5%. Un hobby qui faisait tourner des usines à 100 ouvriers, qui s'exportait dans 56 pays, qui occupait les dimanches après-midi de millions d'adolescents, réduit à 5% d'un marché dominé par les écrans. La chute de Heller entraîne celle de sa maison mère. Le 31 août 2006, Humbrol entre en administration à Hull. 31 des 41 salariés sont licenciés. La presse économique britannique donne la cause directe, les problèmes de son principal fournisseur industriel Heller en France, lui-même placé en redressement en juillet. La chaîne de dépendance se retourne contre l'amont. Sans Heller pour injecter, Humbrol n'a plus de produits. Sans produits, plus de trésorerie. Sans trésorerie, l'administration. Le 10 novembre 2006, Hornby Hobbies Limited, groupe britannique de Margate dans le Kent dirigé par Frank Martin, rachète Airfix et les peintures Humbrol pour 2,6 millions de livres sterling, environ 3,85 millions d'euros de l'époque. Hornby n'achète ni Heller ni l'usine de Treun. L'outil industriel français est abandonné à son sort. Les moules Airfix, ceux-là même que Treun injectait depuis 1986, sont progressivement redirigés vers l'Inde, puis vers la Chine. En 2008, l'ancienne usine Airfix de Hull est démolie. Treun perd les moules Airfix. Hull perd l'usine. L'industrie européenne de la maquette vient de perdre un poumon, et personne à l'extérieur du monde modéliste ne s'en aperçoit. Chapitre 8. Les sauveteurs. Au 1er décembre 2006, 3 offres de reprise ont été déposées au tribunal de commerce d'Argentan. Une seule s'engage à reprendre du personnel, celle de la manufacture d'objets précieux, société de joaillerie horlogerie parisienne au capital de 39 300 € dirigée par Benjamin Lennemann. Le 15 janvier 2007, le tribunal cède les actifs de Heller à Lennemann pour 200 000 €. 200 000 € pour une marque qui réalisait 16,5 millions d'euros de chiffre d'affaires 18 mois plus tôt. 200 000 € pour plus de 1500 moules, un nom connu dans 56 pays, un demi-siècle d'histoire industrielle. Le prix d'un studio à Paris. Lennemann déclare à Ouest France que la reprise est une affaire de passion, évoquant les maquettes Heller de sa jeunesse. Sur France Bleu Basse Normandie, quand j'ai appris que l'entreprise était en difficulté, ça m'a interloqué. Une marque pareille, installée dans une niche commerciale intéressante. Le plan industriel prévoit un apport d'1 million d'euros de fonds de roulement et 1 million d'euros d'investissement. 3 axes, maquette Heller Joustra, jeux éducatifs, sous-traitance plasturgique. La casse sociale est immédiate. 33 licenciements sur 71 salariés, 47% de l'effectif. 38 sont repris. La nouvelle entité devient Heller Joustra SAS. Lennemann découvre alors le bail léonin. 300 000 € par an à verser à Treun Property, la SCI de Stephen Lord. Sur France Bleu,
il annonce envisager un déménagement vers Avranches, dans la Manche, estimant qu'il était devenu moins coûteux de construire un nouveau bâtiment plutôt que de continuer à payer un tel loyer. Le projet ne se concrétisera pas. L'usine reste à Trône. Le bail continue de saigner. 3 ans plus tard, le joaillier a échoué. Le 27 janvier 2010, l'Assemblée générale de LR Joustra acte la démission de Lennemann. 3 nouveaux noms entrent au conseil. Yvonne de Morest, née le 16 octobre 1948 à Paris, ancienne dirigeante du groupe Nathan, devient présidente directrice générale. Et surtout, la société New York Finance Innovation, NIAFI, société anonyme au capital de 17 millions d'euros, domiciliée au 64 B avenue de New York à Paris 16e, entre au capital, portée par son président Alain Bernard, né le 18 mars 1947 à Boulogne-Billancourt. L'état du site est catastrophique. Dans une interview au dossier Les Innovateurs, en 2014, Desmorest résume crûment: après un premier dépôt de bilan en 2006, LR Joustra est de nouveau au fond du gouffre. Sur quelques 80 salariés, seuls 23 sont encore en poste. Le chiffre d'affaires 2009 est tombé à 1,5 million d'euros. De 16,5 millions en 2005 à 1,5 million en 2009. Division par 11 en 4 ans. Desmorest lance sa formule « Quitte à mourir, autant mourir avec panache ». Suit l'unique chapitre véritablement positif de 3 décennies de déclin. Alain Bernard, via NIAFI, investit 4,5 millions d'euros, le premier investissement industriel sérieux depuis l'ère Jaïel. L'acte premier, rapatrier une 50aine de moules de Chine et d'Asie. L'acte deuxième, rééquiper l'usine de presse robotisée, ramenant le ratio à un opérateur pour 3 presses. L'acte troisième, innover, une imprimante 3D pour enfants, dévoilée en novembre 2014 au Prix Chaud de Deauville, et surtout la valise Looms, lancée en 3 semaines pendant la folie des bracelets caoutchouc, qui génère 1 million d'euros de chiffre d'affaires et se classe 4e jouet le plus vendu en France fin 2014. Les résultats belles parlent. Chiffre d'affaires de 7,5 millions d'euros en 2014, 41 salariés. Usine tournant en 3 fois 8 dès mai. Le journal de l'Orne du 19 septembre 2014 titre LR Joustra retrouve son lustre d'antan. Marc Pradignac, responsable développement recruté en 2011, ancien de chez Tamiya, rédacteur historique de Wingmaster et Réplique, incarne cette face passionnée, un homme du métier, enfin, dans une entreprise qui avait été dirigée pendant 20 ans par des gens qui n'avaient jamais ouvert une boîte de maquettes. Pendant 4 ans, entre 2011 et 2015, Train y croit. L'usine tourne, les salariés embauchés sourient sur les photos de France 3. Yvonne de Morest, sur France Inter, remercie le Conseil régional de Basse-Normandie et les collectivités locales pour leur soutien. Le président Laurent Beauvais revendique sur son blog le succès du soutien public à la relance. 4 ans. C'est le temps que durera le seul moment où quelqu'un a véritablement essayé de sauver LR en investissant dans LR. Chapitre 9. La rechute et la croix de Chambois. La rechute est brutale. Le 30 novembre 2015 est retenu par le tribunal comme date de cessation des paiements. Le chiffre d'affaires 2015, 6,2 millions d'euros. 1 million de moins qu'en 2014. La dette, 6 à 7 millions d'euros. Antoine Lacroix, directeur général de MAPED Europe, invoquera plus tard les attentats de novembre 2015 et les annulations de commandes en cascade. Le fabricant n'arrivait plus à livrer en temps et en heure. Cela a été extrêmement brutal. Le 5 février 2016, le tribunal de commerce d'Alençon prononce le redressement judiciaire. Le mandataire est Maître Xavier Lemay. L'administrateur judiciaire, Maître Gérard Piolet. Le 7 mars, le tribunal prononce la liquidation. Le 11 mars, il valide le projet de reprise par MAPED, effectif à partir du 14 mars. MAPED, société familiale française basée à Annecy, leader des fournitures scolaires, taille-crayon, compas, ciseaux. L'investissement annoncé, 3,5 millions d'euros,
porté à 4,5 millions sur la durée. Effectifs repris, 30 sur 45. 15 licenciements immédiats. La nouvelle entité s'appelle Maped Heller Joustra. Le Monde du 21 mars 2016, sous la plume de Cécile Prudhomme. Titre: Les jouets Heller Joustra tombent dans l'escarcelle de Maped. L'escarcelle. Le mot dit bien ce qu'il veut dire, un butin ramassé par terre. Un fait immobilier est passé inaperçu. Depuis 2014, les bâtiments de l'usine sont propriété d'Argentan Intercom, la communauté de communes. Rachat discret qui a mis fin au montage Stephen Lord. C'est une collectivité publique qui est désormais bailleur. L'argent du contribuable normand qui absorbe le risque immobilier d'une entreprise que le capitalisme privé a pillé, puis abandonné. L'intégration tourne au fiasco. En 2017, Heller Joustra perd 1,7 million d'euros. Le double de ce qui avait été anticipé, dira la Croix. Le 27 mars 2018, Maped annonce le licenciement de 22 des 25 salariés restants. 22 sur 25. 88% de l'effectif local, balayé d'un trait. La production Joustra est délocalisée à Annecy et en Chine. À Trun, seuls 3 postes d'injection sont maintenus pour les maquettes Heller, complétés par 2 embauches. Les propositions de reclassement à Annecy, 650 km de Trun, sont symboliques. Sophie Maillard, déléguée du personnel, trouve les mots justes. Maped s'est servi de nous pour récupérer le nom de Joustra. Fabrice Pécher, 28 ans d'ancienneté, 28 ans de presse, 28 ans de moule, 28 ans de polystyrène chauffé, confie à France Bleu. On savait que la situation était difficile. On avait placé beaucoup d'espoir dans la reprise. Daniel Delaunay, premier adjoint au maire de Trun et vice-président délégué à l'économie d'Argentan Intercom, lui-même ancien salarié de Heller, incarne l'effondrement civique. C'est une surprise. Il y a 18 mois encore, on nous proposait de relancer l'usine grâce à de nouveaux produits, de la recherche et développement. Puis, devant la caméra de France 3, il y a 18 mois, on était hyper heureux tous de voir cette reprise d'Heller Joustra par Maped parce que c'était une entreprise familiale. Hyper heureux. 18 mois. C'est le temps qu'il faut à une promesse industrielle pour se transformer en plan social dans la France des années 2010. Le 1er mai 2018, environ 50 personnes manifestent à Chambois, commune voisine. Elles défilent derrière une croix en bois symbolisant la mort de leur entreprise. Sabine Daniel et Nicolas Corbard filment le cortège pour France 3 Normandie. 50 personnes dans un village normand, derrière une croix de bois, un 1er mai. L'image est médiévale et contemporaine à la fois. Un enterrement civil pour une entreprise qui avait survécu à 7 propriétaires et qui ne survivra pas au 8e. Le 18 mai, 19 salariés entament une grève illimitée. La production s'arrête. Le 24 mai, Maped dépêche un huissier pour constater le blocage. Serge, gérant de la brasserie Le Tournesol à Trun, résume ce que les rapports économiques ne captent pas. Je connaissais les salariés, je connaissais les responsables, je connais les dirigeants, ce sont nos clients. Et pour nous commerçants, ça aura un impact. Il faut s'attendre à moins d'activité. Le Tournesol va perdre ses habitués du midi. La boulangerie va perdre les commandes de la cantine. Le garagiste va perdre les véhicules de l'usine. L'école va perdre des familles. Trun va perdre ce qui lui restait de Heller. Et Heller, ce qui lui restait de Trun. Chapitre 10. Sous pavillon allemand. Le 18 mars 2019, Antoine Lacroix annonce la cession définitive des actifs de la marque Heller. Nom, stock, moule, catalogue, au distributeur allemand. Glow, 2B Germany GmbH, basé à Radevormwald en Rhénanie du Nord-Westphalie. L'opération est dirigée par Heinz Engstfeld, fondateur et propriétaire de Glow, 2B. Le nom Engstfeld n'est pas nouveau dans cette histoire. Il figurait comme administrateur de Heller SA sous l'ère britannique. Il dirigeait la filiale allemande Heller Deutschland GmbH en 2004. La filiale qu'il avait rachetée en propre lors de la faillite française. Le satellite est devenu le centre. L'homme qui distribuait les boîtes jaunes en Allemagne possède désormais la marque elle-même.
L'entité juridique nouvelle s'appelle Heller Hobby GmbH, Société de droit allemand. Le fleuron français de la maquette plastique fondé en 1957 par un Lyonnais rue de Paradis est désormais juridiquement une entreprise de Rhénanie du Nord-Westphalie. Le site industriel, lui, trouve un sauveur inattendu. Argentan Intercom, propriétaire des murs depuis 2014, craint de se retrouver avec 9000 m² de friche et sollicite un industriel local. Viplast, société basée à Vimoutier, 10 salariés, 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires, plasturgiste généraliste dirigé par Éric Mahé, visite le site fin mars 2019. L'affaire se conclut. 365 000 euros pour 9000 m² de bâtiment, les machines et les moules. Mahé raconte « La communauté de communes Argentan Intercom m'a contacté via un organisme privé gérant les locaux pour la collectivité pour me proposer les locaux de Heller à Trune. Le montage final sépare la marque et l'outil. Glo 2B détient la propriété intellectuelle et pilote la commercialisation. Viplast assure la fabrication physique à Trune pour le compte de Glo 2B. Le cerveau est allemand. Les mains restent normandes. Le 15 décembre 2019, Viplast déménage de Vimoutier vers le site historique, passant de 2000 m² à 9000 et de 9 précédés à 19. Le 15 juillet 2019, le tribunal de commerce d'Alençon avait entre-temps clos pour insuffisance d'actifs la liquidation judiciaire de LR Joustra SA. Fin juridique définitive de la société française fondée en 1957. 7 propriétaires en 38 ans. Borden Incorporated, géant alimentaire américain, de 1981 à 1994. Allen, Maguire & Partners, fonds de pension irlandais gérant des capitaux américains, de 1994 à 2004. Le consortium Lord Kosky Marsh, management buyout britannique, de 2004 à 2007. Manop, joaillier parisien de Benjamin Lenneman, de 2007 à 2010. New York Finance Innovation d'Alain Bernard, de 2010 à 2016. Mapd, fournituriste d'Annecy, de 2016 à 2019. Glo 2B, Germany de Heinz Engstfeld, de 2019 à aujourd'hui. 7 propriétaires. 3 redressements judiciaires, 2 plans sociaux massifs. Plus de 70 emplois directs détruits sur le site de Trune entre 2007 et 2018. Et au bout, une marque allemande fabriquée par un plasturgiste ornée de quelques dizaines de salariés. Chaque session a été présentée comme un sauvetage. Chaque sauvetage s'est soldé par un nouveau plan social. Chapitre 11. Ce qui reste à Trune. En avril 2026, Heller existe encore. C'est à la fois une vérité et une illusion. La marque est allemande. Tobias Deller et Kai Vidalm arpentent les salons internationaux, Nuremberg, Paris, sous pavillon germanique. La production physique reste à Trune, chez Viplast, sur les moules historiques, soigneusement conservés. Les effectifs combinés sont estimés entre 20 et 30 personnes, l'essentiel consacré à de la plasturgie générale pour des clients BTP et automobiles. Les maquettes n'occupent qu'une fraction du temps machine. La direction de Heller revendique depuis 2023 100% des maquettes produites avec du plastique recyclé à train. Moules, retravaillés, réparés et améliorés avec amour plutôt que jetés. Emballage sans film plastique. Chaque boîte affiche l'année de fabrication du moule et celle de la dernière révision. Le catalogue 2023, premier document papier en 5 ans, dépasse 100 pages et annonce 50 nouveautés. Mais une analyse fine montre que la majorité sont des reboîtages de moules de l'ukrainien IMCM, distribués par Glo 2B. Heller crée peu de moules neufs. Elle entretient un patrimoine. Les plus de 1500 moules accumulés sur 60 ans constituent le véritable trésor. La majorité a été rachetée par Viplast dans le lot à 365 000 euros. Certains datent de 50 ans et plus. La Caravelle de 1957, rééditée en 2005.
le Soleil Royal de 1974, la Traction de 1977. Mais la communauté maquettiste signale les limites. Qualité de plastique inférieure, pièces vrillées sur certaines rééditions, décalcomanie mal centrée. Le savoir-faire industriel des années 70 ne revient pas, malgré la persistance du moule comme objet physique. Un moule est une matrice. Il n'est pas une mémoire. Sur les forums, la flamme se maintient. MasterCent 94, actif depuis le début des années 2000. Heller Forever, fondé en 2015, concours annuel de la maquette de l'année. L'ouvrage de Jean-Christophe Carbonel, Heller, la maquette à la française, publié en 2005, 160 pages, coté aujourd'hui autour de 45 €, reste la référence. Carbonel avait dû reconstituer l'histoire par interview d'anciens employés, les archives de la société Heller ayant été dispersées ou parfois perdues. Dispersées ou perdues. Comme tout le reste. Les maquettistes français sont très majoritairement masculins, âgés de 50 à 80 ans, beaucoup ayant commencé enfants dans les années 60-70. Un témoignage publié sur Cocardes en janvier 2023 résume l'embarras sociologique. Le maquettiste se sent perçu comme un enfant ou un adolescent attardé, rarement mentionné sur un CV, contrairement à l'Allemagne ou au Japon. En France, un homme de 60 ans qui monte un Mirage au 72e, le dimanche après-midi s'en excuse. Au Japon, il est respecté. En Allemagne, il a un club. En France, il a un forum et une porte qu'il ferme. La chute de Heller n'est pas un accident isolé. C'est la pièce française d'un effondrement européen. Airfix, produit en Inde. Hornby a délocalisé Corgi et Scalextric en Chine dès 1999. Revell a été racheté après la faillite de Hobbico par un fonds d'investissement allemand en 2018. Les marques chinoises Trumpeter, Hobby Boss, Meng Models, dominant le haut de gamme mondial. L'industrie européenne de la maquette survit, mais elle ne crée plus. Elle conserve. Un anonyme avait décrit sur un forum, quelques années avant la dernière chute, les familles des salariés et les maquettistes français ont fait l'objet d'un groupe de prédateurs avides d'argent plutôt que d'investisseurs responsables. Ce diagnostic a le mérite de la clarté. 7 propriétaires. Aucune continuité stratégique. Aucun investissement de long terme, sauf les 4,5 millions de Bernard de Morest entre 2010 et 2015, les seules années où quelqu'un a essayé, les seules années où l'usine a respiré. Pour le reste, extraction, cession, plan social, extraction, cession, plan social. Il reste, à Tronn, un chemin de la porte. Des bâtiments de briques vieux de 136 ans qui ont vu passer les chaussures d'Auguste Louis l'Aîné avant les maquettes de Léo Jaël. 19 presses à injection. Quelques ouvriers. Et un air vaguement teinté d'odeur de polystyrène chauffé. C'est tout ce qui reste, en avril 2026, du plus grand fabricant français de maquettes du XXe siècle. Les moules sont là, la marque est là, l'usine est là. Rien n'a été physiquement rasé. Et pourtant, tout a été perdu. Le capital humain, la souveraineté actionnariale, la dynamique de création, la fierté nationale inscrite dans chaque boîte jaune. Quand Francis Bergès, 152 illustrations plus tard, écrivait qu'il n'avait jamais revu un seul de ses originaux, il décrivait par avance le sort de toute l'entreprise. Dispersée, vendue, oubliée, mais encore nominalement présente. Heller est devenu un fantôme industriel, figure récurrente d'une France qui a appris entre 1980 et aujourd'hui à conserver ses marques tout en perdant ses usines, à célébrer son patrimoine tout en abdiquant son capital, et à transformer ses fiertés d'après-guerre en souvenirs sous pavillon étranger. Dans un tiroir, quelque part en France, un homme de 60 ans garde encore la caravelle qu'il a montée à 12 ans au Mahon. Il ne l'a jamais jetée. Il ne sait pas exactement pourquoi. Il le sait.